Bonjour à tous. Nick Shannon, Shinigashин, Nimishtameda, Netanute, Mak, Chino, Che, Kahagat. Alors, un immense plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci d'être si nombreux à vous joindre à ce webinaire qui, je pense, suscite beaucoup d'intérêt, non seulement dans les milieux universitaires, mais je pense à l'échelle de la société dans son ensemble. La question de l'identification des peuples autochtones soulève toutes sortes d'enjeux, parfois assez complexes. Alors aujourd'hui, je suis très heureux d'animer ce webinaire qui accueille des panélistes de haut calibre. Je suis vraiment impatient de vous les présenter et de partager avec eux pour essayer d'éclairer pendant la prochaine heure et demie les différents angles et enjeux là, qui sont soulevés à travers tout le processus d'identification lié au peuple autochtone. Alors, mon nom est Alexandre Bacon, je dirige l'Institut Ashukan. Ashukan qui veut dire pont dans la plupart des langues algonquiennes. Alors, c'est la mission de l'organisation, reconstruire les ponts à travers la formation, à travers la recherche, mais aussi à travers l'accompagnement stratégique. Alors, aujourd'hui, pour ce webinaire portant sur la reconnaissance des peuples, des personnes autochtones à l'université. Vos caméras et micros seront fermés, ainsi que le clavardage. Vous le verrez à la fin, là, on vous enverra, on fera parvenir, dès que vous aurez quitté le webinaire, un formulaire à travers lequel vous pourrez nous acheminer d'autres questions, éventuellement peut-être dans une deuxième édition du webinaire. Prenez note également que le contenu du webinaire aujourd'hui est enregistré et sera ultérieurement rendu disponible sur le site web de l'Université du Québec, tout comme le sont déjà d'ailleurs les 4 précédents webinaires qui ont été organisés par la table de travail sur les réalités autochtones. Alors, cette table de travail qui est à l'origine du présent webinaire et des précédents a été créée par la Commission de planification de l'Université du Québec en 2018. Cette table a pour mandat de conseiller, d'outiller, d'accompagner les établissements dans la mise en œuvre d'engagements et d'actions concrètes afin de participer au processus de vérité et de réconciliation tel qu'exigé par les différentes commissions d'enquête des dernières années. La table de travail est composée d'au moins un ou une représentant par établissement responsable de soutenir le développement stratégique de son établissement relativement au processus de vérité et de réconciliation. Alors, pour simple rappel, les derniers webinaires ont porté sur les défis de l'inclusion, les enjeux de reconnaissance, mais également sur la question de la reconnaissance territoriale, sur les principes de la recherche en contexte autochtone et également pour souligner le lancement du module d'auto-formation Place au premier peuple dans l'enseignement universitaire. Alors aujourd'hui, on a tout un menu pour vous à l'intérieur de cette prochaine heure et demie, évidemment d'aller soulever ce que sont les aspects historiques, culturels, mais aussi juridiques et institutionnels liés à la reconnaissance des personnes autochtones dans les milieux universitaires. Mais on va le voir, puis on va certainement le soulever tout du long. Cet enjeu ne concerne pas que les universités. On retrouve ces enjeux autant à l'intérieur des paliers gouvernementaux, dans les entreprises, dans le milieu de la justice. Bref, tout le monde a à composer avec ces enjeux-là et ils sont parfois de taille. Notamment, par exemple, dans le milieu politique, lorsque des personnes disent être des représentants Premières Nations ou Inuits, mais dont l'identité peut être certainement questionnable. L'objectif, c'est de survoler, bien sûr, ces différents aspects, mais aussi de plonger plus spécifiquement comment fait-on pour, si on veut, là, pour aller trouver des solutions à ces problématiques que l'on rencontre, notamment, bien sûr, dans les milieux universitaires, mais possiblement aussi aller puiser dans des exemples de pratiques là, qui se font ailleurs. On va bien sûr parler de différentes approches, plus de réflexion pour améliorer progressivement les choses. Alors, je vous ai dit tout à l'heure,
que nous avions des panélistes de haut calibre. À commencer par Madame Michèle Audette. Merci, Michèle, d'être avec nous aujourd'hui. Michèle Taïna Audette est Inou et québécoise, née à Wabush, au Labrador, et a grandi entre Shefferville, Manuttenham et Montréal. Elle a fait ses études en arts visuels à l'Université du Québec à Montréal, puis en enseignement des arts à Concordia, avant de recevoir plusieurs années plus tard, en 2018, un doctorat honorifique de l'UDM pour son engagement politique et social pour la défense des droits des femmes autochtones. Elle a, entre autres, été présidente de Femmes autochtones Québec et également de Femmes autochtones du Canada. Elle a aussi été commissaire pour l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, l'ENFADA. Et depuis 2019, elle occupe le poste de conseillère principale en matière de réconciliation et d'éducation autochtone à l'Université Laval et plus récemment a été nommée en tant que sénatrice indépendante au Sénat du Canada. Koué Michel, merci d'être avec nous. Nous avons également présent M. Marco Bacon, qui est membre de la Nation des Pequawagabi-Innuatch et qui a occupé jusqu'en 2019 la fonction de directeur du Centre des Premières Nations Nikanté à l'Université du Québec à Chicoutimi, au sein duquel il avait comme principale responsabilité d'assurer le lien entre les communautés des Premières Nations et l'université dans les domaines reliés à l'enseignement et à la recherche. Il agit maintenant à titre de directeur du Bureau de l'inclusion et de la réussite étudiante à l'UQAM. Il est activement impliqué dans de nombreuses actions visant une éducation de qualité pour les membres des Premières Nations ainsi que l'atteinte d'un mieux-être et d'une santé globale pour ces derniers, dans une visée d'autodétermination. On va certainement revenir d'ailleurs sur la question de l'autodétermination, à savoir qui décide qui appartient à une communauté autochtone et qui n'appartient pas. Ce sont des enjeux, vous allez voir, là, qui soulèvent aussi cet enjeu lié à l'autodétermination. Marco Bacon a été aussi membre de la commission sectorielle en éducation de la Commission canadienne pour l'UNESCO. Et enfin, pour terminer, M. Sébastien Brodeur-Girard, membre du Barreau du Québec, professeur à l'École d'études autochtones de l'UQAT en Abitibi-Témiscamingue, où il enseigne notamment les droits des peuples autochtones. Et outre ses études juridiques, il a également effectué un doctorat en histoire à l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. Il a participé en tant que co-directeur de la recherche aux travaux de la commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics, Écoute, réconciliation et progrès, commission d'enquête que vous connaissez peut-être davantage sous le nom de commission Vient. Je suis très heureux là, d'avoir des panélistes d'aussi grande qualité aujourd'hui pour aborder ces enjeux, comme je le disais, qui sont assez complexes et qui ne datent pas d'hier et qui sont soulevés là. Je suis certain qu'au cours des dernières années, vous avez vu dans les médias souvent des gens qui se sont retrouvés sur la sellette momentanément pour avoir frauduleusement prétendu être membres des Premières Nations ou des Inuits, parfois afin d'obtenir des bourses. Et on l'a vu dans le domaine de la recherche, on l'a vu, comme je le mentionnais tout à l'heure, dans le domaine politique, on l'a vu également beaucoup dans le domaine de la spiritualité, à ce point d'ailleurs qu'il y a quelques années, il y avait eu une résolution adoptée à l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador pour dénoncer ces personnes qui frauduleusement prétendaient être membres des Premières Nations et Inuits. Et ce qui était fort intéressant à l'époque, c'est que déjà, il y a 4 ans, les communautés enjoignaient les organisations publiques à les interpeller lorsque un doute se faisait sentir au sujet de l'appartenance réelle d'une personne. D'où vient cette appartenance? Comment définit-on l'identité autochtone? Ce n'est pas si simple que ça. Pour l'instant, l'appartenance aux communautés autochtones découle avant tout d'une inscription à un registre qu'aucune Première Nation ou Inuit n'a établi par elle-même. Il s'agit vraiment de la continuité de la mise en œuvre de la loi sur les Indiens qui, en 1952, a établi un registre des Indiens inscrits en ce qui concerne les Premières Nations.
C'est vraiment au fédéral de gérer qui est Première Nation, qui ne l'est pas. Vous vous souviendrez peut-être aussi que jusqu'en 1985, les femmes autochtones qui mariaient des hommes non autochtones perdaient automatiquement l'ensemble de leurs droits ainsi que leurs enfants et devaient souvent quitter la communauté. Alors, ça amenait évidemment une iniquité, une discrimination sur la base des sexes qui devenait anticonstitutionnelle au lendemain, évidemment, de l'adoption du rapatriement constitutionnel de 1982, d'où l'adoption en 1985 de la loi C-31 qui faisait en sorte que dorénavant, bien sûr, les femmes autochtones allaient pouvoir préserver leurs droits ainsi que leurs enfants. En lieu et place, la loi C-31 apporte toutefois une sorte de système de classement de pureté sanguine, si on veut, avec les articles 6.1 et 6.2 qui viennent déterminer là, jusqu'à quelle génération on peut transmettre ces droits. Alors, loin de régler tous les problèmes, la loi C-31 là, a fait l'objet là, de plusieurs litiges qui ont conduit à de la jurisprudence là, qui vont venir progressivement là, modifier et corriger de nombreux éléments là, qui continuaient de perpétuer la discrimination alentour de la loi, donc alentour de la loi C-31 puis de l'appartenance aux communautés. Mais avant 1985, on a vu de nombreuses organisations. À partir des années 1960-70, on voit naître différentes organisations au Québec comme ailleurs, des associations qui disaient être des organisations de nations métisses et qui ont cherché à être reconnues comme telles. Notons qu'à ce jour, là, aucune des organisations dites métisses au Québec n'a reçu de reconnaissance. Alors, cette reconnaissance-là doit passer à travers les tribunaux. Il y a vraiment des preuves qui sont assez bien balisées par la jurisprudence canadienne, là, à savoir que faut-il à une nation métisse pour être reconnue. Et ça amène, je pense, ça soulève bien un des enjeux que l'on rencontre souvent, c'est cette confusion entre être métis au sens de la Constitution canadienne et être métissé. Alors, être métis, tel que c'est reconnu à l'article 35 de la Constitution canadienne, on n'est jamais métis tout seul, on appartient toujours à une nation métisse. Alors, il ne s'agit pas d'avoir un parent qui serait autochtone et l'autre qui ne le serait pas pour être métis. Ce n'est pas ça, être métis. On peut dire c'est être métissé, si on veut. Mais même si on a un seul parent qui est Première Nation, on continue d'être Première Nation. On ne devient pas métis. Ça, c'est important de le souligner. Je sais que plusieurs d'entre vous le savez déjà, mais à mon avis, ça vient clarifier aussi ce que c'est que d'appartenir à une nation métisse qui dispose d'une culture, souvent d'une langue. Je pensais ici à la langue Michif, qui a longtemps été parlée, qui est très clairement menacée d'extinction aujourd'hui aux frontières du Manitoba et de l'Ontario. Ce sont des nations qui disposent vraiment d'une culture, d'une langue, d'un champ de valeurs qui lui est propre. Il y a eu au fil des dernières années de dizaines d'organisations qui, pour différentes raisons, ont cherché à se faire reconnaître comme des organisations disposant de droits métis sur le territoire du Québec. Peut-être une des plus connues est l'Alliance autochtone du Québec. Mais ça amène vraiment toutes sortes d'enjeux, je pense, puis même encore à ce jour, on le voit ailleurs au pays, certaines nations métisses sont reconnues et ça amène toutes sortes de tensions, de difficultés, d'enjeux de cohabitation. On pourra peut-être y revenir un peu plus tard. Dans les organisations, autant publiques que privées, aujourd'hui, on se retrouve avec cet enjeu de laisser, si on veut, sur les épaules de chaque individu, le poids de devoir s'identifier ou non
comme Première Nation et Inuit. Alors, si d'une part, on se retrouve avec des gens qui, pour toutes sortes de raisons, parfois même armés de bonnes intentions, s'identifient eux-mêmes comme autochtones à l'intérieur des organisations, vous avez aussi toute une catégorie de membres des Premières Nations ou Inuits qui, eux, pour différentes raisons aussi, vont rester très méfiants par rapport à l'identification et voire même à la discrimination dont ils pourraient faire l'objet à l'intérieur des organisations en s'identifiant comme tels. Alors, vous voyez, ce n'est pas si simple que ça d'aller, d'une part, s'assurer que les membres des Premières Nations Inuit puissent être soutenus, reconnus, soutenus à l'intérieur des organisations, tout en s'assurant par ailleurs que les gens qui prétendent sans fondement à être membres des Premières Nations ou Inuits là, soient identifiés et ne puissent pas, si on veut, utiliser les ressources destinées au soutien des membres des Premières Nations et Inuits. Donc, c'est un sujet fort complexe et comme je le disais tout à l'heure, je me sens vraiment bien accompagné pour plonger dans différentes dimensions, à la fois légales mais aussi institutionnelles. Je suis certain que plusieurs d'entre vous qui ont eu au fil des dernières années à jongler avec ces enjeux, à essayer de trouver des solutions à cette question parce qu'on l'a vu dans les dernières années, là, plusieurs organisations se sont retrouvées sur la sellette, là, à être accusées sur la place publique d'avoir indûment accordé parfois la parole à des membres des Premières Nations ou Inuits au sein de leur organisation pour les accompagner, alors que ces personnes-là n'avaient malheureusement ni aucun lien culturel, historique, personnel avec les communautés dont elle disait être issue. Alors, j'inviterai mes copanélistes, Michel Audette, Marco Bacon et Sébastien Brodeur-Girard, à ouvrir leur caméra d'ores et déjà. Alors, merci d'être avec nous. Alors, j'ai essayé de mettre la table comme j'ai pu alentour de ces questions-là. Puis je sais que vous avez une longue expérience par rapport à ces enjeux. Alors, peut-être je poursuivrai pour mieux mettre en relief tous les différents aspects historiques, culturels, juridiques et institutionnels peut-être en vous relançant la balle à partir de la façon dont j'ai mis la table pour que vous puissiez peut-être qu'on permette aux gens là, d'avoir une lecture encore plus élargie. Alors, on avait envie d'animer aujourd'hui cette rencontre de manière très fluide et organique. Alors, je vais laisser mes panélistes peut-être lever la main simplement dans l'ordre qu'ils préféreront. À commencer par, Marco Bacon, merci d'être là. Marco, à toi la parole. Oui, Pabex Beauregard Neutschek. Évidemment, c'est un sujet qui déborde d'enjeux. C'est un gros enjeu, mais disons qu'au niveau des solutions, depuis plusieurs années, on commence à tourner en rond au niveau de la reconnaissance. Mais tu vois, si on fait l'historique un petit peu de la genèse, un petit peu de l'identification, qui n'a pas toujours été le cas auparavant. Tu sais, je nous ramène au Collège Manitou. Tu sais, dans le temps, en 1973, est-ce que tu étais obligé de t'identifier? Tout le monde qui participait, qui était participant au Collège Manitou, provenait des communautés principalement. Donc, la question ne se posait pas. C'est venu par la suite, je te dirais que quand le Collège Manitou a fermé, là, ben, il y a eu comme un petit peu, toutes les personnes se sont dirigées vers des universités, malgré qu'il y avait déjà quand même des personnes qui étaient à l'université, pas nécessairement déjà présentes dans les universités, mais il y a comme une ruade qui s'est faite par la suite. Puis je me rappelle, tout de suite après la fin du Collège Manitou, déjà à l'Université du Québec à Chicoutimi, il y avait déjà
il y avait déjà instauré des programmes, parce que c'est eux qui fournissaient les programmes au Collège Manitou. C'est qu'à la fermeture du Collège Manitou, ben là, les programmes sont retournés à l'université, puis là, il y a comme une ruade de personnes autochtones, qui étudiaient à l'UQAC. Puis je me rappelle avoir lu des rapports, il y en avait jusqu'à 600 étudiants autochtones à l'UQAC, dans le gros pic, là. Il y avait le programme de travail social, le programme d'éducation, puis d'autres programmes aussi. Mais la question ne se posait pas sur l'identification, même là. Ben, pourquoi cette question, on ne la posait pas? Parce que les étudiants qui allaient à l'UQAC, ils allaient en cohorte. Donc, c'était des personnes qui partaient de la communauté, supportées par la communauté. Tout était en lien. Les services des finances des communautés étaient en lien avec des services des finances de l'UQAC ou de d'autres universités plus tard. Donc, on savait que ces personnes-là étaient autochtones parce qu'ils étaient directement gérés, excusez-moi le terme, gérés par la communauté. Ça, c'est au niveau historique. Puis par la suite, ben, d'année en année, ben, évidemment, il y a eu toute cette migration aussi qui s'est faite vers les milieux urbains, de personnes qui finalement ont resté en milieu urbain, puis que les enfants sont nés en milieu urbain. Donc, ça a fait comme deux catégories de personnes, des Premières Nations et Inuits d'ailleurs, qui faisaient en sorte que là, ça provenait et des communautés et du milieu urbain. Puis avec les années, puis là, on part de 1973, puis après les années jusqu'en 80, 90, mais là, il y a eu comme un gros, comment je dirais, un éloignement des personnes en milieu urbain, des communautés, donc quelque part, une perte d'identité. Ça, c'est important à le souligner parce que, tu sais, dans le mot reconnaissance, là, quand on dit reconnaissance, là, tu sais, on peut le scinder en deux. Parce que, pour moi, la reconnaissance, c'est reconnaître l'individu par sa culture, nonobstant son statut. Et là, on parle aussi de reconnaissance de l'étudiant autochtone de par son statut. Pour moi, c'est deux choses distinctes. Une université peut reconnaître l'individu de par sa culture sans nécessairement avoir son numéro, mais des fois, on a besoin d'avoir une certification de la personne pour différentes raisons, que cette personne-là est étudiante autochtone. Là, ça peut aller plus loin. Là. Tantôt, tu parlais de l'embauche. Des fois, quand on invite des conférenciers autochtones, ben, souvent, ils ne sont pas tout le temps autochtones. Ils ont des connaissances, c'est sur la culture ou le monde autochtone, mais des fois, ils ne sont pas autochtones. Fait qu'à ce moment-là, c'est tous des enjeux qui sont difficiles à maîtriser, je te dirais. Puis d'autant plus qu'avec la mise à jour récente de la loi 25 régissant les renseignements personnels, là, ça va être encore plus difficile de gérer toutes ces informations-là. Alors, je ne pense pas qu'on soit maintenant rendu à des pistes de solutions. Parce qu'après tout ce que je viens de dire, il y a des impacts partout. Il y a des impacts. C'est pas juste au niveau du registraire, du registrariat, bon, ben, tu vas-tu cocher autochtone ou blablabla. Non, c'est plus loin. On est rendu ailleurs. On est rendu au niveau où moi, j'ai des personnes étudiantes autochtones qui viennent ici, qui sont autochtones, mais qui se sentent mal parce qu'ils pensent, quand ils viennent chercher des services, c'est pas pour eux, c'est pour les Autochtones qui proviennent des communautés. Hmm. Fait qu'ils ne se sentent pas vraiment le bienvenu. Pour venir chercher, ça fait qu'il faut quasiment les traîner pour les amener avec nous pour leur offrir des services.
puis j'irais même plus loin que ça. Au niveau de la catégorie autochtone, ben, tu sais, avec l'inclusion, on est rendu ailleurs, là. Parce Mm. qu'un autochtone, comme moi, je dessert le bureau de l'inclusion, il dessert différentes populations LGBT, étudiants en situation de handicap, parents aux études, étudiants internationaux. Mais il se pourrait que, ben, il se pourrait, je vous le confirme, qu'un autochtone peut être LGBT, parent aux études, en même temps et en situation de handicap. On parle de la même personne. Vous savez qu'on essaie de faire des rapports d'activité, parce qu'on fait des rapports d'activité pour essayer de faire en sorte de mesurer, mettons, l'achalandage des services qu'on offre. Mais ça pourrait que l'Autochtone, la personne étudiante autochtone, ne se dirige pas où je desserre les Autochtones, il va se diriger vers le service destiné aux LGBTQ. Comprends-tu? Donc, il va être invisible de ce bord-là, mais il va être visible de là. Fait que, on est rendu ailleurs là, au niveau de la complexité de la reconnaissance, mettons, Tu as du soulevé statut. plusieurs enjeux liés notamment aux Autochtones en milieu urbain, à la perte d'identité. Qu'est-ce que c'est être autochtone? Est-ce que c'est uniquement être sur un registre? Est-ce que c'est parler sa langue? Est-ce que c'est être reconnu par sa communauté? Est-ce que c'est savoir vivre en territoire avec toute la culture traditionnelle? Il y a vraiment plein de dimensions qui peuvent être soulevées sur l'appartenance. Je passerais peut-être la POC, si vous me passez l'expression, Michel, Michel Audette, qu'est-ce que ça te soulève comme réflexion de ce qu'on a parlé depuis tout à l'heure? Je suis mauvaise au hockey. On m'a enlevé mes patins quand je jouais avec les femmes. Alors, mais je vais la prendre la POC. C'est sûr, du point de vue, mettons, j'ai beaucoup aimé ça, Alexandre, là, t'entendre parler en Innu et Moon. Là. On a Marco là, qui est super trilingue. Là. Il y a peut-être d'autres langues aussi qu'il connaît. Et ça, c'est l'effet justement de l'histoire et du volet juridique de la loi sur les Indiens parce que ma mère va marier le plus beau Québécois, ben, des milliers de femmes sont expulsées. Fait que ça, on ne l'a pas choisi, on nous l'impose. Puis on est encore vivant et vivante là, de cette génération-là, là. Tous ceux et celles qui nous écoutent, qui viennent de différents milieux ou qui sont impliqués dans le milieu universitaire ou dans des fonctions de gouvernement au ministère, là. C'est toujours de se rappeler aussi que imaginez là, l'histoire, parce qu'on ne la connaît pas, ben, on va peut-être penser bien agir, mais on nourrit des biais ou on fait plus de tort que de bien. Donc, l'histoire, de la comprendre dans sa complexité ou dans sa richesse, elle est fondamentale. Je pense qu'il faut la comprendre. Puis nous autres aussi, entre nous autres, là, tu sais, ma mère, elle a été à la Macasa, puis elle avait déjà perdu son statut. C'est vrai, Marco, elle n'était pas, t'es rendue blanche parce que tu as marié un blanc. Fait que tu n'as pas d'affaires ici. Mais la violence latérale, elle est là aujourd'hui. On va, entre nous autres aussi, là, je sais qu'on en parle un peu, se juger. Fait que ça fait mal à des jeunes qui vivent en ville, puis qui veulent utiliser là, ce que tu mentionnais, là, des services auxquels ils ont droit et qui méritent. Là. Puis l'histoire, une fois qu'on la comprend, mais on n'est pas obligé de devenir des experts, on comprend qu'il y a un débat qui doit se faire entre nos nations aussi sur c'est quoi être un citoyen inou. C'est quoi mes droits puis mes responsabilités? Il y a un numéro de bande ou il y a un numéro de bande qui est en attente ou je ne fit pas dans les critères de ce que Ottawa détermine être un. Avant, c'était sauvage et maintenant, c'est indien, alors que c'est ni un ni l'autre. Tu sais, c'est une loi qui nous diminue à des mineurs. Là. Tu sais, j'ai 52 ans, mais pas loin, l'autre bord, ici, d'autres chambres, là, à Ottawa, ben, il y a une loi qui nous considère comme des mineurs. Fait que ça a un impact parce que beaucoup de femmes ont eu des enfants, des familles, puis quand tu en as parlé avec C31, il y a C3, S3, tu sais, il y a plein de projets de loi là, pour modifier cette loi-là. Mais c'est encore là, un débat aussi qu'on doit avoir entre nous, tu sais, loi sur les Indiens versus autodétermination de nos nations. Ce qui est important aussi, brièvement, par rapport
parce qu'on va en parler tantôt là, sur comment on peut faire des choses dans les universités ou les milieux de travail quand on considère vraiment la relation de j'ai devant moi un jeune étudiant. Ben, tu as mentionné plein de choses, Alexandre, qui fait que c'est des droits innés ou fondamentaux ou incontournables là, pour être reconnu comme Québécois ou Québécoise ou Canadien ou de tel pays. Bien, on les avait, ces lois-là. On les avait, ces façons de faire, puis le colonialisme a tout brisé ça. Fait que là, maintenant, on essaie de fitter dans un système qui n'est pas naturellement le nôtre, mais on prend pas mal de place et on doit réfléchir aussi. Puis, pour terminer, je dirais que, il y a plusieurs solutions. Il n'y a pas une approche, mais il y a plusieurs solutions. Et le pouvoir et la solution résident sur ceux et celles qui habitent proche de vos universités, de vos milieux de travail, qui sont là dans leur ADN depuis toujours, qui sont en train de reprendre ce qu'on nous a arraché, enlevé, dépossédé. Il y a une émergence de gens, c'est de la guérison, là, c'est hallucinant de voir toutes ces femmes-là puis ces hommes-là reprendre leur place ou rentrer dans un système qui n'est pas naturel, qui est vraiment square ou carré, là, mais reste que vous, les universités, moi, le vendredi, je suis à l'Université Laval, là, on est capable de faire en sorte qu'on puisse s'assurer que les places réservées, les bourses, les programmes et ainsi de suite, qu'on s'assure que quand on les réserve pour une personne issue d'une Première Nation ou Inuit, parce que métis, c'est pas au Québec, à moins que c'est un métis qui vienne d'ailleurs, là, reconnu par leur gouvernement là-bas. Il y a des possibilités de bien faire les choses. Moi, ça, je crois à ça quand c'est co-construit avec nos gouvernements, nos experts et comment on définit c'est quoi être un Inou avec des droits et des responsabilités. Merci beaucoup, Michel. On a tout un historique dans les relations entre les peuples autochtones et l'ensemble du monde de l'éducation. Puis je parle pas juste du cursus primaire, secondaire, mais collégial, puis universitaire, avec bien sûr tout ce triste volet de l'histoire canadienne qui concerne les pensionnats autochtones. Mais j'en profite pour souligner que jusqu'en 1952, un membre des Premières Nations qui s'inscrivait à l'université perdait automatiquement l'ensemble de ses droits. Il était impossible de s'inscrire à l'université tout en continuant d'être membre des Premières Nations. Alors, on a tout un rattrapage, là. Ça ne fait pas un siècle de ça, là. C'est quelque chose qui est encore, somme toute, assez récent dans l'histoire de ce pays. Cette mise à l'écart, ces différents mécanismes à travers lesquels la loi sur les Indiens faisait en sorte que les gens perdaient, volontairement ou non, les droits qui sont les leurs. J'ai beaucoup aimé aussi que tu soulignes, Michel, toute la question de nos propres systèmes traditionnels d'adoption. Nous disposions de nos propres mécanismes à travers lesquels nous pouvions intégrer des nouveaux arrivants, si on veut, dans nos sociétés. Aujourd'hui, cette reconnaissance-là, elle est à nouveau mise sur le devant de la scène. Puis on pourra peut-être revenir tout à l'heure sur l'exercice qui est mené par le gouvernement fédéral actuellement là, sur justement re-questionner la façon dont on devrait définir ce qu'est l'appartenance aux peuples autochtones. On a tout un chemin à parcourir là, pour arriver à une situation. Merci aussi de souligner l'importance d'interpeller les communautés autochtones qui sont vos voisines. C'est dans ce dialogue à ouvrir que se trouvent souvent les meilleures solutions. J'aimerais maintenant passer la parole à notre troisième et non le moindre des panélistes, Sébastien Brodeur-Girard. Sébastien, qu'est-ce qui te vient, toi, quand on soulève l'ensemble de ces enjeux jusqu'ici? Ben, merci. Je trouve que la table a été déjà plus que bien mise avec les propos que vous avez tous amenés auparavant, que ce soit au niveau historique ou sur la complexité de la situation actuelle au niveau de l'identité. Et je pense que avant, comme Marco le soulignait, avant de pouvoir même penser à des pistes de solutions, il faut prendre conscience de la complexité, de la sensibilité de cette question-là au niveau identitaire. Et
avec tout ce que vous avez mentionné, je pense on peut comprendre pourquoi cette question de l'identité, en fait, a été au cœur de l'imposition du contrôle colonial à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, avec évidemment l'accaparation des territoires et l'imposition de systèmes de gouvernance, mais le contrôle de l'identité, à partir du moment en 1850 où il y a eu une première loi pour créer les réserves, bien, il a fallu se poser la question qui va pouvoir aller dans les réserves. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement, qui n'était pas encore canadien, britannique à ce moment-là, a commencé à réfléchir à cette question-là, à se dire, ben, c'est nous qui devons déterminer qui est autochtone ou qui ne l'est pas. Alors qu'évidemment, chaque nation avait ses propres protocoles, processus depuis des temps immémoriaux pour définir qui appartenait à la bande ou non, qui pouvait être adopté, dans quelles circonstances, etc. Donc, c'est d'écarter tout ce savoir-là, de le nier, de le démolir pendant plus d'une centaine d'années et d'imposer d'autres critères bureaucratiques arbitraires, sans consultation, qui nous donnent la situation actuelle. Fait que, ça, je pense que vous l'avez dit, c'est important de le rappeler parce qu'on aurait tendance à dire, bon, mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour reconnaître un étudiant autochtone ou si une personne postule à un poste de professeur dans une université et dit qu'elle est autochtone, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on lui fait juste remplir un formulaire puis on coche autochtone ou non? Bien, on se rend compte que l'histoire fait en sorte que cette question-là est délicate et complexe et sensible. Parce que non seulement il y a des zones grises, alors des fois c'est clair, mais évidemment qui est autochtone, qui ne l'est pas, mais il y a plein de zones, des gens qui, par exemple, ont été adoptés, enlevés à leurs parents dans leur jeunesse, qui se sont retrouvés adoptés dans des milieux non autochtones, qui renouent avec leur culture, qui ont pris connaissance des liens biologiques qu'ils avaient. Alors, ces gens-là n'ont évidemment pas des liens aussi forts avec leur communauté d'origine, de par justement ces aléas de l'histoire coloniale. Alors, que fait-on avec ces gens-là? Quel parcours doit-on comment est-ce qu'elles vont se sentir à l'aise elles-mêmes? Puis vous l'avez mentionné, de s'identifier en tant qu'Autochtones. Donc, ces zones grises-là existent. Et après ça, bien, il y a la question de la sensibilité à la chose, de dire, bon, ben, exigeons simplement des papiers gouvernementaux, la carte de statut indien. C'est la solution à la fois la plus évidente, puis en même temps, pas la plus délicate, disons, dans la mesure où ce sont des papiers justement développés par une bureaucratie coloniale pour décider qui était autochtone et qui ne l'est pas, et de finalement utiliser ça pour comme moyen de déterminer qui est autochtone ou ne l'est pas, bien évidemment, ça peut causer on peut comprendre pourquoi ça peut causer pour certaines personnes un rejet ou des tensions. Ce qui n'est pas le cas, il y a plein de gens qui n'auront pas de problème avec ça non plus, mais je pense que c'est important de souligner que ce côté sensible-là, et quand on regarde cette accumulation justement de tentatives de contrôler l'identité autochtone, parce que, bon, vous l'avez souligné, il y avait des différentes circonstances dans lesquelles les gens devaient faire le choix entre leur statut indien, qui est le terme juridique encore aujourd'hui associé à ce statut-là. Donc, on n'a pas le choix de l'utiliser dans ce contexte-là. Et donc, on a le choix soit à regarder son statut indien ou, si on voulait devenir citoyen canadien avec tous les droits, le droit de vote qui a été acquis quand même récemment, le droit de se présenter, d'être élu, etc. C'était pas possible, ça, avant les années 50, les années 60, selon les situations. Donc, cette question de statut devient très délicate parce que justement, c'est un outil un outil de colonisation, tout simplement. Mais cela étant dit, il reste qu'on est avec une problématique, le besoin de pouvoir justement identifier ces personnes puis là, on va avoir l'occasion de poursuivre cette discussion-là. Depuis les années 80, bon, les femmes qui perdaient leur statut suite au mariage avec un non-autochtone ont eu la possibilité de le retrouver. Il y a une succession de lois qui ont été passées pour justement rétablir ça, avec les propres enjeux aussi, parce que de redonner le statut à des gens qui l'avaient perdu, des fois depuis plusieurs générations, encore là, pour les communautés, c'est un enjeu
particulier. C'est pas toujours facile à concilier. Des gens qui n'ont pas grandi dans les communautés, puis comme Marco l'a mentionné, évidemment, de plus en plus, le milieu urbain accueille le monde autochtone. Ça a toujours été le cas, mais là, évidemment, c'est en nombre encore plus important. Donc, ça aussi, c'est un enjeu. Et depuis donc 1985, non seulement bon, les clauses d'émancipation sont disparues, tout le monde garde son statut en toutes circonstances. Plusieurs personnes l'ont regagné, mais le gouvernement fédéral a aussi reconnu la possibilité pour les bandes de créer leur système d'appartenance. Donc, les codes d'appartenance, certaines communautés vont les développer pour décider qui est membre ou non. Alors, que ce soit reconnu par le fédéral ou non, en soi, n'est pas si important parce que c'est des pouvoirs, c'est renoué avec des pouvoirs que les communautés avaient elles-mêmes auparavant, il faut le rappeler, mais c'est reconnu maintenant. Mais ça crée un niveau de complexité supplémentaire parce que d'un côté, on a le statut indien qui est toujours défini par le gouvernement fédéral et maintenant, on peut avoir des codes d'appartenance définis par les bandes elles-mêmes, mais il n'y a plus avant, si on avait le statut indien, on appartenait à une bande, mais maintenant, les deux choses peuvent être distinctes. Une bande peut très bien décider d'accepter des gens qui n'ont pas le statut indien, des conjoints, par exemple, ou des enfants qui sont adoptés, etc., et qui vont être reconnus par la bande sans que le gouvernement fédéral lui-même le reconnaisse de son côté. Donc, c'est juste pour bien faire prendre conscience de la couche de complexité et de la nécessité, certainement, de revenir après ça à la base pour voir qui peut déterminer justement qui a un statut autochtone ou non, mais c'est au sein des communautés et il n'y aura pas une manière uniforme de le faire. Alors que ce soit par les communautés qui ont un code d'appartenance, mais ce n'est pas toutes les communautés qui en ont un non plus parce que c'est compliqué évidemment à mettre en œuvre, on imagine bien. Il y a les communautés qui ont signé des accords, des traités modernes qu'on appelle depuis la Convention de la baie James, qui ont leur propre processus d'identité qui ont été mis en place. Alors, évidemment, la Convention de la baie James et du nord du Québec a permis la mise en place de registres pour les Inuits, pour les Cris, et ensuite avec la Convention du Nord-Est pour les Naskapi, qui tiennent donc leur propre registre de membres à ce moment-là, et donc ils ne sont pas sous la loi sur les Indiens, ils n'ont pas des codes d'appartenance, mais ils ont leur propre registre qui sont tenus de leur côté. Donc, d'être alerte, d'être conscient de la diversité des reconnaissances possibles, c'est certainement un point très important. Je peux peut-être arrêter là pour l'instant, juste pour démontrer la complexité. Je pense que Oui. j'espère que c'est assez clair comme ça. Oui, oui, merci mais d'en rajouter d'autres couches, justement, de complexité, de souligner que, par exemple, au Québec, justement, les Cris, les Naskapi, eux, ne sont plus sous la loi sur les Indiens. Alors, ça peut, pour l'instant, le seul chemin à travers lequel une Première Nation peut s'extraire de la loi sur les Indiens. Il y a eu d'autres solutions qui ont été envisagées pour essayer, par exemple, de proposer aux communautés, aux Premières Nations, un cadre de reconnaissance des droits, mais à moins, Michel, que ce ne soit à nouveau sur les rails, moi j'ai l'impression que ce cadre-là est tombé euh, et mort au feuilleton. Donc, la seule façon pour l'instant qu'une communauté a, c'est d'entrer dans une logique de signature de traité ou d'une convention là, telle que les Cris et les Naskapi l'ont signé, et bien sûr les Inuits aussi. Mais je trouvais ça intéressant aussi ce qui était apporté alentour de la politique d'appartenance, parce qu'effectivement, on voit de plus en plus de communautés se doter de leur propre politique d'appartenance à la communauté, avec d'une part, effectivement, la possibilité peut-être d'adopter des gens qui ne sont pas Premières Nations, mais qui ne seront pas par ailleurs reconnus par le gouvernement fédéral. Mais aussi, puis je veux souligner l'envers de la médaille, c'est qu'on voit aussi des communautés exclure parfois des membres lorsqu'ils marient des non-autochtones. On a vu cette situation-là là, survenir malheureusement à quelques
reprises, puis c'est le choix, puis ça repose, c'est la mise en œuvre de l'autodétermination exige de respecter d'une certaine façon la volonté de chacune des communautés, puis ça amène tout un, je pense, ça met en évidence malheureusement des fois des formes d'intolérance ou de racisme interne. On le voit, moi je me souviens, la pire insulte qu'on pouvait avoir dans les années 1980, c'était de se faire traiter de C-31. Se faire traiter de C-31, là, ça c'était... tu venais juste de récupérer tes droits, tu revenais dans la communauté, tu n'étais pas un vrai autochtone. Et c'était dur de porter ça, là. Il y avait vraiment une sorte euh, on était vraiment stigmatisés comme C-31 quand on avait récupéré et qu'on essayait de revenir dans la communauté, parce que rappelons que les femmes autochtones qui mariaient des non-autochtones avaient l'obligation de quitter la communauté. Ils ne pouvaient plus continuer de vivre sur place. Alors, et donc, ça amène toute la question de, justement, comment ça a été soulevé aussi à plusieurs reprises, là, on se retrouve avec les modifications dans la jurisprudence que Michel soulignait tout à l'heure, MacGyver, S3, qui sont venus progressivement élargir le nombre de personnes qui ont perdu injustement leurs droits au fil des dernières décennies et qui l'ont retrouvé. Et on se retrouve dans de nombreuses communautés avec une proportion beaucoup plus grande de membres des Premières Nations qui ne vivent pas sur la communauté, parfois n'y ont jamais mis les pieds. Puis ça amène un questionnement. Puis Marco, tout à l'heure, tu soulevais comment il y a beaucoup de membres des Premières Nations Inuits qui sont parfois nés en milieu urbain et qui ne se sentent pas légitimes d'aller interpeller les services à l'intérieur des universités. Alors, peut-être je vous propose qu'on bondisse un peu plus concrètement dans ce que les universités ont décidé dans les dernières années d'adopter, on va dire, comme mesure pour essayer de répondre à ces enjeux-là. Puis il n'y a pas de solution parfaite, là, vous l'avez mentionné, là, c'est pas simple d'arriver on va dire, à satisfaire à toutes les situations. Mais dans vos institutions respectives, là, de quelle façon ça s'est mené, ce processus-là? Et pour l'instant, qu'est-ce qui est en œuvre chez vous? Et peut-être je repasserai la balle cette fois-ci à Marco. Ouais. Bien évidemment, j'ai deux chapeaux. J'ai mon nouveau chapeau ici à l'UQAM, mais je vais quand même me reprendre mon chapeau que j'avais à l'UQAC à cette époque-là, parce que le portrait, les situations sont différentes entre ici à l'UQAM et l'UQAC, qui est plus à proximité encore des communautés. Je reviens avec ce que j'avais dit d'entrée de jeu au niveau de la reconnaissance, par rapport à la reconnaissance culturelle. Pour moi, ça c'est universel. Je veux dire, peu importe. Premièrement, les universités et les cégeps, ce qui n'était pas le cas avant, se doivent d'avoir des services qui sont dédiés aux personnes étudiantes autochtones. Ça pour moi, là, c'est la base. OK? Comme les universités ont aussi des services pour accueillir les étudiants internationaux, comme des services, en tout cas, il y en a de plus en plus. Moi, j'ai 7 services différents qui sont dédiés à 7 populations différentes. Bon, ben, c'est ça notre réalité aujourd'hui. Mais principalement pour la reconnaissance culturelle, il doit y avoir une place pour accueillir ces étudiants-là. Nonobstant s'ils ont un statut ou pas, l'idée, c'est pas d'aller les démasquer et tout ça, parce qu'à quelque part, il y a comme un deuxième niveau là-dedans que au niveau, ça joue au niveau de la sensibilisation aussi par rapport à la culture des Premières Nations. Oui, reconnaître la culture des individus, mais aussi la sensibiliser. La communauté universitaire, les autres étudiants, le personnel à la culture des Premières Nations et Inuits. Ça prend un lieu de même, ça c'est indéniable. OK. Maintenant, là où c'est plus difficile, puis Michel l'a mentionné dans son intervention,
quand on vient pour offrir des bourses aux étudiants autochtones, c'est là que ça commence à se gâter un petit peu. Là, tu ne peux plus démontrer toute cette ouverture-là puis donner des bourses dédiées aux personnes étudiantes autochtones à quelqu'un qui s'est passé pour un autochtone. Ça, c'est plus délicat. Tu sais, tantôt, je parlais des jobs aussi, c'est la même chose, c'est pareil. Ça fait que- je pense que il y a diverses façons d'identifier ces personnes-là, puis c'est pas toujours, on se sent toujours mal à l'aise de dire sors ta carte de statut. Je sais que c'est comme la preuve ultime. Au pire, tu peux dire envoie-moi une lettre signée de ton conseil de banque si tu ne veux pas sortir ta carte. Au moins que le conseil, au moins qu'il certifie qu'il prouve que tu es un Indien inscrit dans la banque, mettons, de Marseillais. Ça pourrait être. Parce qu'après ça, il n'y a pas grand-chose. Tu ne peux pas dire va te faire un test avec Ancestry, crash de mon petit bocal, puis on va voir dans 5 minutes. Ah ouais, tu l'as. Bon, fait que ça, il n'y a pas 50 façons. Mais par contre, je reviens à mon introduction. Tu sais, le Collège Manitou, il était en lien avec des communautés. Puis ça, là, ça existe de moins en moins de nos jours, que les universités soient proches des communautés. Tu sais, la passerelle qui existait avant, ben, elle n'est plus aussi présente qu'avant, parce qu'avant, c'était le téléphone direct, tous les étudiants savaient à qui le financement, les bourses, puis tout ça, ça travaillait ensemble. Mais aujourd'hui, c'est plus tellement le cas. Donc, tantôt, je ramenais aussi l'idée que là, les populations sont différentes, même autochtones, peut être LGBT, puis tout ça. Ça emmène encore une autre difficulté. Si on n'est pas proche d'une solution, si ce n'est pas de carter tout le temps, c'est comme l'ultime solution. Ou sinon, c'est vraiment de créer des ponts avec les communautés et des ponts avec aussi des organisations en milieu urbain pour les Autochtones en milieu urbain. On dirait qu'il manque un maillon entre les universités et les communautés autochtones, il faut être urbain ou en communauté. Tu sais, je peux pas dire quelle sorte de forme ça prendrait, mais on gagnerait du temps à avoir, mettons, une structure qui fait le pont entre les deux. Je sais pas, je vais faire plaisir à Marie-Josée, ça pourrait relever de l'UQ, puis c'est quelque chose qui... Parce que c'est pas juste ça la difficulté, la reconnaissance, comme je disais tantôt au niveau de la culture, c'est pas juste le statut. Bientôt, ça va être autochtoniser des programmes, reconnaître plein de choses. Mais une université, administrativement, c'est une méchante machine. Tu peux pas demain matin dire hey, on veut un programme pour les Autochtones. Bonne chance, là. Il y a des étapes, là, il y a des paliers à monter, il y a du monde à les rassembler là-dedans pour travailler. Mettons, juste pour créer un bac, ça peut prendre 3-4 ans. Là. Facile. Ça fait que ça ne peut pas bouger de même. Mais ça, c'est des informations que le monde ne savent pas, ou quand ils arrivent à l'université, ils rentrent dans le mur, puis là, ben, c'est comme on ne sait plus quoi faire. Mais tu vois, toute cette expérience-là, au niveau des programmes, au niveau administratif, au niveau du registraire, au niveau de la vie étudiante, puis tout ça, c'est pas mal méconnu. Puis la manière que ça marche. Parce qu'un étudiant ou un parent d'un étudiant qui s'en vient ici devrait savoir c'est quoi ça consiste. C'est pas juste je m'inscris à un cours, je me garoche là-dedans, puis en tout cas, je travaille fort, j'ai de la misère, je travaille fort, je récupère, je travaille fort, j'abandonne, je n'abandonne pas. C'est pas juste ça. L'accompagnement, l'administration, est-ce que la bourse va rentrer, puis tout ça. Il y a plusieurs facettes qu'il faut considérer.
C'est pour ça que je dis, au-delà du statut, il y a aussi cette reconnaissance-là qu'il faut un petit peu comme le travail que je suis en train de faire ici, tu sais, amener une perspective d'inclusion dans l'université, parce qu'on est le bureau de l'inclusion. Mais écoute, c'est pas demain matin que tout le monde va être inclusif ici. Il y a du travail à faire. C'est au même niveau pour tout ce qui est reconnaissance au niveau des premiers peuples. Là. Michel, depuis que tu es là à Laval, tu dois en savoir quelque chose aussi. C'est pour faire bouger les choses. Ça prend beaucoup d'efforts, ça prend beaucoup de persévérance. Mais C'est ça, les universités sont des grosses machines, des paquebots qu'on ne fait pas tourner sur un dixaine, là, bon, pour reprendre l'expression, ça prend du temps. Puis tu soulèves quelque chose qui est cher pour moi. Tu ne l'as pas nommé tel quel, mais c'est la question de l'intersectionnalité. C'est-à-dire que il y a des Autochtones qui, des fois, se retrouvent dans des situations d'encore plus grande vulnérabilité parce qu'ils vont cumuler on va dire, des situations personnelles qui les rendent peu plus vulnérables, qui vont rendre l'accès à toute l'institution dans son ensemble plus complexe. Puis là, imaginez, je ne sais pas, une femme, être femme autochtone, qui a 4 enfants, qui arrive en milieu urbain, dont le français et l'anglais n'est pas la langue maternelle. On commence à cumuler un certain nombre je dirais, de facteurs qui viennent multiplier les risques de discrimination. Puis j'ai l'impression que ces catégories-là de personnes sont peut-être celles qu'on échappe le plus facilement, peut-être même parce qu'elles vont justement connaître le lien peut-être avec la communauté et l'université pas assez fort pour on aille à son arrivée les bras ouverts pour l'accueillir et être sûr de bien l'accompagner tout au long du processus. Mais je sais qu'il y a plusieurs universités qui ont essayé de déployer des différents services d'accompagnement comme ça. J'aurais envie, Michel, juste Alexandre, je Oui, juste vas-y, peut-être vas-y. intervenir Je t'en rapidement prie. un élément, faire du pouce à ce que tu dis. Tu sais, il y a une politique de parentalité ici. Ben, il y en a d'autres à Laval, il y en a aussi. Donc, un étudiant qui est parent peut être considéré à temps plein juste en faisant 6 crédits, en suivant 2 cours. Mais tu sais, il y a des communautés qui exigent 5 cours pour être financées à temps plein. Est-ce que les communautés savent que ces politiques-là existent? Est-ce qu'ils vont les reconnaître? Tu sais, il y a tout ça aussi Il y a un pont qui est à faire. c'est pas pour ça que je te dis, faut être plugué quelque part. Là. Faut envoyer de l'information de part et d'autre. Parce qu'il y a Ouais. toutes sortes de possibilités, mais on ne les connaît pas. Merci. Pour les étudiants, si tu me permets, Alexandre, les étudiants parents, là, on est sur ce dossier-là ici à Ottawa parce qu'ils reconnaissent 6 cours. Ils reconnaissent, c'est pour ça que la communauté dit non. Ottawa ne transfère pas l'argent en conséquence de la réalité qui est majoritaire, là, des papas et des mamans. Là. Alors, c'est un beau dossier qu'on a ici. Par rapport en quelques lignes, là, je dirais, là, c'est des crises qui vont nous faire réagir. Donc, on voit dans les médias que des gens ont eu des postes, des Juno Awards qui ont été haut placés dans le milieu universitaire pour des chaires de recherche du Canada, tu sais, qu'on réalise finalement ne sont pas du tout issus d'une Première Nation, puis on parle de d'autres pays ou tout simplement c'est très, très, très loin, là, quand les Ricolets étaient ici dans ce temps-là, genre. Là. Tu sais, ça fait longtemps. Alors, fait qu'émotionnellement, ça nous fait réagir. Puis après ça, ben, une fois qu'on réagit, puis qu'on a la chance d'être dans des milieux qui n'est pas naturel, ça aussi, le milieu universitaire, là, puis de dire, quand il y a une volonté des patrons et des patronnes de dire, propose-nous une politique, une approche ou une façon pour s'assurer qu'on ne crée pas le même trauma ou problème ou injustice là, en choisissant des personnes qui ont usurpé ou utilisé ces espaces-là au lieu des bonnes personnes qui devraient recevoir. Les bourses, les arguments qu'on va nous donner, ah ben là, j'ose pas nommer, c'est contre les droits de la personne, ben va voir dans ton répertoire de bourses, si tu as des bourses pour une communauté qui vient d'un autre pays, puis ici, le cas, c'est la communauté grecque, bien, on exige un passeport grec ou un document de citoyenneté qui vient du pays
qui vient de la Grèce. Alors, si on fait ça pour des gens, bien, je suis sûre qu'on peut le faire et c'est ce qui a amené à amener cette approche-là à l'université où je suis, de dire, ben, on le fait pour lui, ben, on peut le faire pour nous en autant que ce sont tous ces exemples de documents qu'on peut demander, pas juste une carte indienne. Comme tu dis, Marco, une relation avec une communauté. Tu sais, au Danak, ont été plus loin que la loi sur les Indiens. Des gens sont reconnus, des Obomsawin et d'autres noms de famille, mais Ottawa ne les reconnaît pas. Donc, nous, on accepte une lettre qui viendrait du gouvernement ou de la communauté ou du Grand Conseil. Alors ça, c'est d'être capable de penser en dehors de la boîte, là, de dire, OK, Ottawa, tu nous as imposé de quoi, mais les nations se sont donné des façons de faire. Les places réservées, pendant longtemps, les universités, on va donner des bourses ou des places quand c'est contingenté à l'excellence, les meilleures notes. Fait que là, on remarque que c'est souvent une nation qui habite dans un milieu urbain avec une autre nation qui est entourée d'un autre milieu urbain versus Pacoashipi ou Bijoan, qui n'a pas du tout le même contexte géopolitique, bien, les notes, ça paraît. On voit qu'on n'a pas une excellence quand on regarde les étudiants qui appliquent chez nous. Alors, c'est d'influencer puis d'éduquer ou de former au sein des facultés, de dire pourquoi on a revendiqué ces places-là? Le droit à l'autodétermination. Il nous manque des médecins, il nous manque des infirmières, des travailleurs sociaux, des communautés. Il nous manque toutes ces richesses-là pour répondre aux crises sociales auxquelles on fait face. Donc, peut-être trouver une façon où on va considérer d'où vient la demande, puis je ne sais pas qui a parlé, je pense que c'est Alexandre, tout ce qu'on porte dans notre sac à portage, là. En plus de mes 4 enfants, j'en ai peut-être un là-dedans qui est pris avec son enfant dans des PJ puis l'autre avec un XY. Donc, la communauté pèse sur les épaules. Alors ça, c'est important dans les universités quand on a des places réservées, d'essayer d'être équitable pour d'où viennent ces gens-là et le retour que c'est, en fin de compte, c'est pour soutenir une communauté en crise. Les postes, les syndicats, pour nous, ça, c'est un grand défi de sensibiliser les syndicats. Puis à l'université, là, vous parliez de paquebot, là, mon petit canot, il est cute, là. Ben, c'est plus gros que Malio puis Sept-Îles que l'ensemble, là, l'université. Fait que c'est pas comme les UQ, là. Marco m'avait exprimé ça quand j'avais été nommée en 2019. C'est une autre façon de faire. Bon, ben, c'est tous des petits espaces où il faut sensibiliser constamment. Donc, je dirais que quand on se met une politique ou une façon de faire sur d'où vient cet étudiant-là, puis qui a accepté de cocher là, quand il s'est inscrit, ça aussi, hein, c'est un droit personnel, ben on est toujours en amélioration, puis on n'a pas terminé de réfléchir à ça, ben, c'est l'équipe qui est le cercle des premiers peuples, qui est comme un peu l'assaut temporairement jusqu'à temps que l'assaut va être officiellement bientôt, si ce n'est pas déjà fait, là, volé de ses propres ailes. Ben, il y a cette relation-là de soutenir les étudiants qui se sentent imposteurs parce qu'ils ont grandi en ville à cause d'une 2e ou 3e génération de femmes rejetées à cause de ces 31 ou X raisons. Puis, et ceux et celles qui viennent d'ailleurs, où le français puis l'anglais, c'est comme c'est une autre langue, un autre concept. L'Atikamekw, l'Inuimun ou l'Anishinaabe, et ainsi de suite, c'est ma première langue. Donc, d'essayer de trouver cet équilibre-là pour leur dire, c'est ton petit chez vous ici et on va essayer de t'accompagner puis marcher, un peu comme le CDFM fait à Wendake, le Conseil en éducation. Ah non, vous pouvez l'écrire là sur... mais le CDFM, il met une communauté autour de l'étudiant, plus prendre soin des enfants là, si cette personne-là vient avec des enfants. L'idéal, c'est d'avoir des ententes avec les nations ou les organisations pour les places réservées. Les 4 facultés qui offrent des places en médecine, ben, elle va se retourner auprès de la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations pour être sûr que les candidats et candidates sont issus d'une communauté ou qui répondent aux critères. Donc, le partenariat avec une nation, une communauté ou des organismes en communauté ou à l'extérieur, c'est des incontournables. Merci, Michel. Oui, je pense que ça apparaît vraiment comme une clé centrale, ça. Puis c'est peut-être d'où l'importance, comme le soulignait Marco, là, de trouver des différents mécanismes à travers lesquels on est capable de renforcer ces ponts-là
et puis là, ça a été souligné tout à l'heure, là, pas uniquement les gouvernements locaux des Premières Nations ou Inuits ou régionaux, mais aussi les organisations en milieu urbain qui jouent également un rôle d'importance, même si là aussi il y a des enjeux liés à l'auto-identification. Alors, personne ne s'en sort. C'est un enjeu qui est omniprésent un peu partout. Peut-être du côté de l'UQAT, alors, qu'est-ce qui, de votre côté, a été déployé? Puis peut-être je relancerai aussi la balle sur le lien que vous avez avec les communautés et nations avoisinantes. Oui, merci. Évidemment, ben, à l'UQAT, on est aussi continuellement en réflexion sur ces questions-là. Donc, c'est un processus, puis je pense que ça participe, ce webinaire-là fait partie un peu de ce processus de réflexion-là qu'on a en place depuis un bon moment. Euh, Parce que, bon, vous l'avez mentionné, c'est certain que depuis quelques années, c'est un enjeu qui est de plus en plus affirmé dans le monde universitaire. Je pense que depuis la remise du rapport de la Commission Vérité et Réconciliation, ben, il y a un processus de réconciliation avec ses hauts et ses bas qui s'est développé au Canada, mais qui fait en sorte qu'on ne se le cachera pas, il y a de l'argent qui est impliqué là-dedans. Et ça, c'est une source de certains problèmes parce que justement, quand on a du financement réservé aux chercheurs autochtones, des bourses pour les étudiants autochtones, évidemment, les universités sont invitées à accroître le personnel autochtone. Ben, encore là, on ramène toute cette question-là, justement, de l'identité qui devient de plus en plus un enjeu direct. Et Marco l'a bien mentionné, au-delà de ces questions-là, c'est aussi de manière plus générale les transformations dans le monde de l'université qui veut se décoloniser, autochtoniser les programmes, mais de comment autochtoniser ces programmes, les personnes qui sont invitées à collaborer à cet effort-là, quelle est leur légitimité. Et donc, ça aussi, il faut le mettre en place. Puis nous, c'est des enjeux importants qu'on a à l'UQAT, surtout depuis qu'on a annoncé le printemps dernier toute une démarche pour d'ici les prochaines années, s'assurer que tous les départements de l'université aient des cours qui présentent les réalités autochtones, qui fassent valoir les perspectives autochtones. Donc, pas seulement, évidemment, à l'École d'études autochtones, ça va de soi, bien sûr, mais dans tous les autres départements. Donc, c'est un travail beaucoup plus large qui implique justement de sortir justement des spécialisations des études autochtones elles-mêmes d'un côté et même des services aux étudiants autochtones. Bon, à l'UQAT, on a aussi les services Mamawi Mi'kmaq qui ont une visée plus large, essayer de transformer la culture institutionnelle, ce qui est pas évident au premier abord, mais évidemment, on a une très bonne réception de notre côté pour essayer de changer la manière de faire les choses, parce que ça a été reconnu, vous l'avez mentionné, les étudiants autochtones ont des profils qui peuvent être atypiques par rapport aux autres. Si on parle d'une mère monoparentale qui a des problèmes de logement, ben, quand on lui demande son diplôme de secondaire 5, c'est pas toujours facile à trouver dans quelle boîte, etc. Alors, ça demande un accompagnement. Puis nous, je sais qu'on a nos commis aux études à l'École d'études autochtones, par exemple, qui doivent prendre le temps d'accompagner ces gens-là de manière adéquate, mais prendre le temps, évidemment, c'est pas toujours bien reconnu quand on regarde les évaluations que font les universités, dire, ben là, vous, ça vous prend plus de temps pour inscrire des étudiants que d'autres départements disent, ben oui, mais il faut prendre ce temps-là si on veut arriver. Et il faut que ça soit reconnu que ça peut prendre des fois plus de temps à cause des circonstances pour arriver à tout ça. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille et ça pose cette question-là justement parce que jusqu'à récemment, puis c'est encore une approche qu'on trouve beaucoup au gouvernement fédéral dans bien des cercles, la question on va dire, on va y aller avec l'autodéclaration, on va demander aux gens de dire est-ce que vous êtes autochtone ou non. On a vu les limites que ça peut avoir justement avec ces histoires qui ont fait les nouvelles dans les milieux universitaires et non universitaires aussi, de gens qui, parfois, de bonne foi, confondaient leur ascendance
ascendances lointaines et leur identité autochtone. Parfois, on parle carrément d'usurpation ethnique pour retirer des avantages. Donc, c'est une minorité de personnes, mais qui cause des dégâts très importants. Donc, il faut vraiment agir à ce niveau-là. Et le constat est amené sur le fait que l'autodéclaration n'est plus suffisante à ce moment-ci. Alors, vers où aller? J'ai regardé un peu les tendances ailleurs dans d'autres universités, un peu qu'est-ce qui se passait pour voir la conclusion générale, c'est justement il faut aller au-delà de cette autodéclaration-là. On a beaucoup de chercheurs autochtones qui disent qu'il faut peut-être commencer à éviter le terme identité, puis privilégier une réflexion basée sur la citoyenneté ou l'appartenance, ce qui nous ramène à nos communautés au départ. Parce que l'identité, ça peut être quelque chose de très personnel, de très complexe, de très éclaté, alors que l'appartenance à une communauté ou la citoyenneté, bien évidemment, bien ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus clair et qu'on devrait être capable de documenter. Alors, on dit, il n'y a pas de problème. On revient à une identité plus politique en quelque sorte, hein, de dire que si un individu fait une déclaration volontaire de dire je suis un autochtone, bien, qu'il doit être prêt à le justifier. Donc, qui ils sont, d'où ils viennent, c'est quoi leur lien de parenté avec leurs proches. Et ça nous ramène un peu d'ailleurs à l'approche de mise de l'avant par l'instance permanente des Nations unies sur les questions autochtones, qui dit que le critère de l'identité, ça va au-delà d'une déclaration individuelle volontaire. Ça ne peut pas exister autrement que dans le cadre de l'acceptation par la communauté en tant que membre. Et donc, les universités canadiennes, depuis 2, 3 ans, je dirais, ça fait vraiment pas longtemps, ont commencé à réfléchir sur ces questions-là, notamment en disant, bon, oui, les documents issus du contexte colonial, c'est sensible, mais il faut qu'on trouve des moyens de vérifier cette citoyenneté ou cette appartenance-là. Et déjà, quand c'est formulé de cette manière-là, c'est peut-être moins délicat que de dire, prouve ton identité, ce qui est quelque chose de personnel, mais dire, ben, est-ce que tu appartiens à une communauté autochtone? Laquelle? De quelle manière? Et puis là, ben, on rouvre d'autres manières de faire les choses. Donc, les processus qui sont mis en place, les politiques qui sont développées, visent à essayer d'encadrer ça. Alors, le plus souvent, on va dire, bon, dans un premier temps, évidemment, on permet aux gens de fournir, s'ils le souhaitent, des documents écrits qui attestent leur identité autochtone. Alors, le certificat de statut, la carte de membre ou un autre document de reconnaissance d'appartenance à une bande, donc une lettre d'un conseil de bande, évidemment, ou si une attestation d'être bénéficiaire d'un traité moderne. Donc, ça, c'est toutes sortes de manières quand même administrativement simple et qui rentre assez bien dans nos cases actuelles où est-ce qu'on ne se casse pas trop la tête puis qui couvre probablement la majorité des cas. Mais on sait qu'il y a quand même aussi des cas qui sont des zones grises. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, dans bien des cas, on propose d'émettre une déclaration signée qui comprendrait des renseignements précis sur les relations qu'entretiennent les gens avec leur communauté, leur nation, leur peuple autochtone, qui est légalement reconnu, encore là important pour éviter toutes les histoires de fausses communautés. Mais c'est plus facile à aller vérifier à ce moment-là, de dire, bon, est-ce que l'histoire de cette personne-là tient la route? Parce que des fois, en fait, généralement, les gens qui prétendent être autochtones, leur histoire est toujours floue, c'est toujours des histoires plus ou moins pas vraiment documentées. Alors, ben, écoutez, si quelqu'un dit j'ai été enlevé de ma famille quand j'étais jeune, j'ai été adopté dans une famille non autochtone, j'ai appris de telle manière que j'ai des liens avec cette communauté-là, mais je n'ai pas de lien direct, fait que c'est un peu délicat de demander le conseil de bande, ben, ça permet beaucoup plus facilement d'évaluer la qualité des relations, de l'histoire de cette personne-là et de son appartenance, qui est aussi à demander de fournir des références qui peuvent attester cette déclaration-là, de dire, bon, mais j'ai ma famille qui peut, telle personne ou telle personne dans la communauté peut parler. Parce que des gens qui grandissent, par exemple, comme Marco le mentionnait, en milieu urbain, mais ça ne veut pas dire que la relation avec la communauté est toujours facile. On peut avoir des conflits avec les conseils de bande, même des fois, justement, si on est des histoires de famille, hein, ça peut arriver si quelqu'un dans un conseil de bande, une certaine famille a des postes importants, ça peut devenir plus ardu. Alors, les gens disent, qu'est-ce qu'on fait avec ça exactement? Mais ça peut être des manières de contourner ces quelques cas qui sont beaucoup plus rares, là, on va se le dire, mais qui permettent aux universités de
se pencher sur la question et d'évaluer à ce moment-là, de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut agir. Donc, d'essayer de réfléchir sur la qualité des relations, sur les connexions, et ça redonne donc le pouvoir aux communautés elles-mêmes de mettre l'accent sur le lien à cette appartenance-là plutôt que de juste essayer de définir de l'extérieur c'est quoi l'identité de quelqu'un, alors qu'on ne rentre jamais entièrement dans des cases complètement. Donc, c'est les tendances que je vois, mais comme je dis, en même temps, c'est des choses qui sont en train d'être mises en place. En général, ces politiques, ces lignes directrices-là, on en voit à l'Université d'Alberta, de Regina, dans l'Ouest surtout. Ça fait 1 an ou 2 là, où c'est en train d'être réfléchi. Donc, comment est-ce que ça va être implanté concrètement? Ça demande évidemment une sensibilisation puis une formation auprès des gens, par exemple au registrariat, pour savoir c'est quoi les documents qu'on peut accepter ou non, dans quelles circonstances. Mais on commence à se donner peut-être un certain cadre pour rendre cette complexe et sensible situation-là un peu plus gérable. Est-ce que ça va fonctionner? Bien là, le temps va le voir. Puis j'imagine que chaque milieu est particulier. Aussi, chaque université a ses spécificités et doit donc mettre ses solutions en place, mais ça peut peut-être donner des pistes de réflexion à défaut de pistes de solutions. Merci beaucoup, Sébastien. Un des éléments, en tout cas, qui m'a interpellé, là, c'est la flexibilité finalement dont on devra faire preuve tout du long. Il y a toutes sortes de cas. Il y a peut-être, pour la majorité des gens, on peut avoir des mesures administratives, puis je suppose que la plupart de vos institutions disposent déjà d'une politique interne, ou si ce n'est pas le cas, ça s'en vient, j'imagine, pour être capable de bien identifier, ou bien, j'aime bien le terme aussi, celui de l'appartenance et de la citoyenneté, parce que c'est vrai que l'identité, elle est dure à contester. Puis on est dans une ère où s'identifier tel que ceci ou cela devient de plus en plus difficile à contester pour toutes sortes de raisons. Alors, l'idée de l'appartenance, évidemment, est, je pense, un bon point. Donc, la question évidemment, d'obtenir. Puis là, j'en profite ici pour souligner un des pièges qui est souvent, qu'on retrouve souvent, c'est la question de quelle carte ou quelle lettre reconnaît-on? Parce qu'on a vu, je vous le mentionnais tout à l'heure, là, il y a une trentaine d'organisations juste au Québec qui disent être des organisations métisses et qui, plusieurs d'entre elles, ont des cartes qui ressemblent à s'y méprendre à la carte de statut d'Indien inscrit du gouvernement fédéral. Alors là aussi, là, je pense qu'il y a peut-être, faut garder un œil là-dessus là, pour ne pas se faire leurrer par des organisations qui ne sont pas reconnues. Puis, ça fait plusieurs fois, là, vous l'avez tous soulevé, la question des fois, c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Vous avez très certainement déjà entendu parler du 60s Scoop, la rafle des années 60. Alors, justement, au lendemain de la dernière modification plus en profondeur en 1952 de la loi sur les Indiens, on va accorder aux provinces les pouvoirs en matière de protection de l'enfance. Alors, on va voir à l'échelle du pays une déferlante des protections de la jeunesse à l'intérieur des communautés et des dizaines de milliers d'enfants là, qui vont être enlevés à l'échelle du pays et replacés dans des familles non autochtones. Alors, c'est vrai qu'il y en a plusieurs dont l'identité, d'une certaine façon, là, a été arrachée, en tout cas le lien avec la communauté, la famille et la culture. Puis ces gens-là, parfois, peinent à être reconnus par leur propre communauté, malheureusement. Alors, des fois, effectivement, ça demande un peu à se réajuster. Peut-être juste un autre point aussi que je trouve, puis que vous l'avez soulevé tout à l'heure, notamment avec la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. On a des étudiants autochtones étrangers, puis qui ce sont réellement des peuples autochtones. Alors, doit-on reconnaître les autochtones qui viennent des États-Unis, du Mexique, de l'Amérique latine dans son ensemble? L'ONU reconnaît près de 300 millions de membres de peuples autochtones à travers le monde. Ça aussi, c'est un enjeu. Doit-on protéger uniquement les membres des communautés autochtones reconnus au pays? À quel point les universités devraient-elles aussi s'ouvrir à toute cette question? Je le pose parce que ça revient souvent sur certains comités où j'ai eu la chance de siéger.
Alors, je ne sais pas qui de Marco ou Michel aimerait prendre la balle au bon pour ces dernières quelques minutes. Il est déjà 13h20. Michel. D'accord. Brièvement, quand je suis arrivée, on m'a donné tous ceux et celles qui avaient coché là, l'auto-identification là, en 2019, puis j'avais remarqué différents pays et c'était des Autochtones de ces pays-là, même si ça disait au Canada. Alors, la réflexion reste, si c'est des bourses, puis qu'on dit Canada ou des places réservées pour... Fait que là, malheureusement, ils ne sont pas... ils n'ont pas les critères, là. C'est triste à dire, sauf que ça nous amène à réfléchir. C'est vrai, ils viennent de d'autres pays, de d'autres endroits qui ont été nommés pays, là, mais ils étaient là bien avant, là. Puis les étudiants internationaux, c'est quelque chose qui fait vivre beaucoup d'universités. Puis le DI, tu sais, il y a des bureaux, on prend tous ces virages-là, mais ça va peut-être, je te dirais, Alexandre, parce que tu soulèves cette question-là, me revirer puis aller rencontrer les gens qui s'occupent des étudiants internationaux, puis leur dire, quand ils vous disent qu'ils sont autochtones, comment on peut marcher avec eux autres, évidemment, puis de sentir qu'ils se sentent à l'aise là, ici dans nos universités. Ouais, c'est quelque chose qui émergerait dans mon sac à portage. Merci, Michel. Puis peut-être pour justement le mot de la fin, tu sais, s'il y avait, qu'est-ce qu'on suggère aux gens là, qui nous écoutent? Puis ils sont nombreux, là, on était plus de 200 aujourd'hui à écouter ça, puis j'ai l'impression que plusieurs vont aller l'écouter en rediffusion. Alors, s'il y avait une suggestion là, pour les gens qui doivent, qui prennent à bras le corps ces enjeux-là, dans les différentes institutions, bien sûr dans le cadre universitaire, mais ailleurs aussi, là. Alors, vers quoi devrait-on, quel conseil devrait-on leur prodiguer? Peut-être je passerai la balle à Marco. Mais en fait, moi, en tout cas, avec toute l'expérience que j'ai depuis plusieurs années, je pense que les actions les plus fructueuses, c'est c'est de sensibiliser le personnel. Quand je dis personnel, je ne parle pas juste des professeurs, des chargés de cours, des aides pédagogiques. Je parle des professionnels, OK? Puis je parle aussi de tous les autres services, services de ressources humaines, tous les services administratifs, financiers. Ça, pour moi, ça va toujours être un gain vraiment pour les premiers pas, de permettre d'offrir cette sensibilisation-là. Parce que plus que tu as de l'ouverture, ben, plus que tes bras s'ouvrent vers le prochain. Puis c'est souvent ce qui nous manque, c'est des personnes accueillantes, puis, avec le sourire, puis qui disent, OK, premier peuple, c'est déjà beaucoup là, quand tu arrives en milieu urbain, dans une université urbaine, je pense. C'est ça. Merci, Marco. Puis, vous ne l'avez jamais nommé tel quel depuis le début, mais on a abordé plusieurs éléments qui réfèrent à ce concept. C'est la sécurité ou la sécurisation culturelle. Alors, au pays, certaines universités ont décidé d'essayer de mettre en œuvre ça, puis ça touche bien sûr la formation, ça touche l'accueil des étudiants autochtones, ça touche toutes sortes de dimensions. Puis une que j'aimerais souligner, on a parlé des étudiants, des employés, mais de plus en plus d'organisations ont, même dans leur politique d'approvisionnement, lorsqu'il faut donner des contrats, ils recherchent à donner un certain pourcentage des contrats qui vont à l'externe à des entreprises autochtones. Alors, vous avez des organisations comme la Commission de développement économique des Premières Nations Québec-Labrador qui a développé une identification Premières Nations pour dire ben, cette entreprise-là, elle est vraiment autochtone parce que même dans le milieu économique, vous voyez, il y a des gens qui ont frauduleusement prétendu être autochtones. Alors, peut-être que ce sera le sujet d'un autre webinaire, mais la question de la sécurité culturelle en milieu universitaire, moi, me semble peut-être être une clé intéressante. Michel, Sébastien, pour conclure.
Ben, brièvement, un gros merci à ceux et celles là, qui se sont inscrites. Puis, n'hésitez pas, je veux dire, les UQ là, ont des succès incroyables là, sur les relations avec les premiers peuples autour des universités, puis des partenaires. Puis, faut pas être mal à l'aise. Le malaise, il est normal, là, mais il faut passer à l'action. Puis, il y a plein de solutions qui existent ou de beaux outils. Puis, félicitations, Lucat, là, pour le virage que vous faites là, en Abitibi. Miigwech, puis je pense que tu mets tu soulignes quelque chose d'important en conclusion, c'est que le malaise est effectivement normal. Il faut pas. Je pense qu'on a bien montré la complexité de la chose, de ces enjeux-là. Donc, si les gens disent, ah mon Dieu, je comprends rien, ça doit être parce que je suis dépassé. Puis, non, non, écoutez, tout le monde trouve ça complexe, y compris les gens qui sont dans le milieu, y compris les personnes autochtones qui doivent avoir à gérer tout ça, bien sûr. Donc, de ne pas se laisser intimider par ça. Puis, au contraire, comme Marco le disait, je pense, cette question-là de sensibiliser à tous les niveaux. Des fois, on a tendance à spécifier, à avoir vraiment des petits créneaux spécifiques. On dit là, on vise les étudiants autochtones seulement, mais on se rend compte que c'est plus large que ça. Il faut que les universités, ça percole à travers tous les rouages des professionnels, de pouvoir être non seulement sensibilisés, mais justement de pouvoir avoir des occasions de se former afin justement de mieux comprendre. Et puis après, pour justement éviter d'avoir juste une liste de papiers à cocher pour dire ça va faire, mais de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière justement ces documents-là, qu'est-ce que ça peut signifier et qu'est-ce qu'on peut peut-être aller plus loin dans certaines circonstances aussi. Donc, de mettre en place ces processus de réflexion-là, je pense que c'est ce qui est le plus important. Miigwech. Merci, merci beaucoup, Sébastien. Merci, Michel. Merci, Marco. Alors, on approche déjà de la fin de ce webinaire. Je suis sûr que vous avez senti à quel point les sujets qu'on aborde ici sont vraiment complexes sur l'identité des peuples autochtones, sur leur appartenance. C'est un peu, plus on en apprend, là, plus on se rend compte que c'est une véritable boîte de Pandore que cet enjeu. J'aimerais continuer d'enfoncer le clou en disant que bien qu'on puisse ressentir un malaise, là, il vaut mieux faire quelque chose que de ne rien faire. Ça, très clairement, au risque, à la limite, de se tromper. Il y a de plus en plus, on voit aussi des organisations autochtones se mobiliser pour exiger des institutions qu'elles prennent action, qu'elles développent leur propre politique, idéalement en concertation, de sorte là, qu'on puisse protéger la culture, protéger les Premières Nations, protéger évidemment Premières Nations, Inuit. Puis, comme le disait Michel, ça se peut qu'il y ait des nations métisses, des individus de nations métisses de l'Ouest qui viennent étudier à Montréal. Il y en a. C'est rare, mais ça se peut. Donc, il y a vraiment tous les cas de figure qui sont là. Ça vaut la peine de bien vous accompagner dans cette réflexion-là. Je pense que ça ne se fait pas sur un coin de table, mais de plus en plus d'universités ont commencé on va dire, à débroussailler, taper le chemin, faire en sorte là, qu'on puisse développer des approches là, qui soient respectueuses et qui fassent en sorte d'assurer que les bonnes ressources vont aux bons endroits pour soutenir la réussite des premiers peuples. Puis, je tiens à le souligner aussi, à mon avis, c'est au bénéfice de l'ensemble de la société. Les premiers peuples ont énormément à apporter sur tous les plans sociétal à l'ensemble de la société canadienne. Et donc, c'est normal, je pense qu'on ait des efforts à fournir pour reconstruire les ponts, mais à mon avis, c'est vraiment pour le plus grand bénéfice de tout le monde. J'en profite ici aussi pour remercier à nouveau nos panélistes, Michel Audette, Marco Bacon, Sébastien Brodeur-Girard, pour ce vaste survol. J'espère que vous avez beaucoup apprécié cette heure et demie de discussion. Je vous rappelle que le webinaire est enregistré, il sera disponible ultérieurement sur le site là, que vous trouvez déjà dans le chat ou sur le site même de l'Université du Québec.
sur le site web. Et évidemment, pour conclure, j'aimerais remercier à nouveau là, la table de travail sur les réalités autochtones qui a permis la diffusion et l'organisation du présent webinaire. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Portez-vous bien, pour plaisir de poursuivre ces discussions. Amianat. Au revoir.